Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la structure des données temporelles. Donc, ça va être la suite de l'intro à la programmation. Donc, une donnée temporelle, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui est indexée dans le temps. Donc, on a une notion de résolution temporelle. Donc, un exemple, une année, mois, jour, heure, minute. Donc, on a notre valeur numérique qui va être indexée dans le temps. Puis cette valeur-là aussi, cet index temporel, ben, peut être associé à un time zone. Donc, cette time zone-là, bon, on les connaît, là, c'est les UTC -1, -2, +1. Donc, c'est les Universal Time Coordinate. Donc, exemple, là, le UTC -5, ben, ça représente le time zone de l'Est de l'Amérique. Donc, EST, Eastern Standard Time, North America. Donc, si on va voir un exemple des différents time zones dans le monde, si on marque un peu l'Amérique du Nord, donc UTC-5, en rouge, en fait, c'est la différence entre le temps solaire puis le Standard Time. Donc, on voit que nous, si on est en Gaspésie ou Québec, Rimouski, bon, on est dans le bleu, donc on a une différence entre le temps solaire et le Standard Time. Donc, ici, nous, on serait UTC-5, puis on est près, en fait, de UTC-4, qui est les maritimes. Donc, si on se concentre un peu plus sur le format, donc format date et heure, ben, le premier intrant qu'on va avoir lorsqu'on on entre une date ou qu'on importe un CSV, ben, ça va être l'ordinateur va le reconnaître comme un string ou un caractère, character. Donc, est-ce que c'est utile? Ben, c'est utile si on veut faire une manipulation de string. Donc, si on veut changer, par exemple, ou extraire euh, certaines, euh, certains éléments dans notre string, dans le fond, dans notre séquence là, de caractères alphanumériques. Mais par contre, si on veut faire des différences entre deux temps, ben, c'est plus ou moins intéressant. Donc, si on regarde un peu un exemple dans Python, euh, donc ici, je vais rentrer un string de date 1. Donc, je fais comme un string, donc on le met en quote. Puis, je vais afficher la date 1 et la date 2. Donc, on a mes deux dates ici. On a un temps. Puis, si je fais type, donc on voit que c'est bien un type string. Donc, ensuite, si je fais la différence entre la date 1 et la date 2, donc ici, on voit qu'on a 2 ans et des mois. Donc, il me dit unsupport operand type. Donc, il ne peut pas faire en fait une négation entre des types des objets string. Donc, on voit qu'on est assez limité là, si on utilise le format de date-heure si on prend l'objet string. Donc, on veut en fait là, transformer notre. C'est ça. L'objet string, donc le string ou le caractère, il peut être intéressant si on veut transformer notre donnée, notre index. Donc, le format le plus répandu, là, c'est 4 valeurs, donc d'année, en 4 en quatre caractères, le mois en 2, jour, heure, minute, seconde, puis ensuite on va avoir une indication de notre time zone. Donc, si on est en UTC, euh, -4, -5, ou si on est en GMT, donc en global, donc en UTC 0. Si le format est différent de ça, qu'on veut s'en aller vers ça, on peut utiliser les opérations de string classiques. Donc par exemple, j'ai une colonne dans mon data frame de date, donc uniquement ces informations-là, et de temps. Ben, ce que je peux faire, je peux utiliser les opérations de string classique pour euh, coller en fait ma date et mon temps. Je veux y coller un espace entre les deux. Puis ensuite, je vais y rajouter 2.00 parce que je veux rajouter les secondes. Dans Python, on va l'écrire comme ça. On peut additionner les strings, donc il va les mettre bout à bout. Il va les happen. Puis dans R, ben, je vais faire un paste. Je vais créer mon vecteur avec mon C. Je vais mettre la date, mon espace, mon temps, puis mon string de 2.00 pour créer mon datetime dans un format
standard. Ensuite, si je veux passer de string pour avoir un objet datetime, donc on va voir que dans Python et dans R, les objets datetime vont différer un peu, mais essentiellement c'est un objet qui va prendre le string de la date et de l'heure, puis il va créer un objet datetime, donc il va reconnaître temporellement le string en fait. Donc si on fait une différence entre deux dates, mais là il va comprendre que il y a 24 heures entre les deux ou plusieurs jours. Donc on va utiliser le strip time, donc le string parser time. Donc ça va permettre de passer d'un string à un objet de datetime. Et ça, Python et R utilisent ce système-là, donc strip time puis strip time. Vous allez voir, on va les voir dans Python et dans R. Donc le strip time, donc c'est le string formatter time, donc ça permet de passer d'objet datetime à string, puis le strip et le strip time, donc on va utiliser des codes en fait de format, le format code, qui sont, il y en a des exemples ici, mais il y en a pas mal, il y en a plusieurs. Donc on va utiliser ce code de format-là pour spécifier dans quel format le string va rentrer. Donc, si je vais vous montrer un exemple ici, donc on a un strip time ici, donc un strip, donc c'est le string parser time, donc quand on veut passer de string à datetime. Je vais zoomer un petit peu. Donc on a ici strip time est implémenté dans la librairie datetime. Pour créer un objet datetime, on va les voir juste dans la prochaine slide. Donc, si je prends mon string de date1 qui est ici, donc celui-là, je vais utiliser les différents formats code pour lui dire comment le string va arriver. Donc, ici, donc pourcentage Y majuscule, ça correspond à un format d'année qui va rentrer avec 4 caractères alphanumériques. Si j'aurais pris pourcentage, Y minuscule, ça aurait pu être 2 caractères alphanumériques. Puis, je vais lui dire aussi que ma date, elle va rentrer, elle va être segmentée par des traits d'union, comme ici. Si ça aurait été une barre oblique, j'aurais mis une barre oblique à la place. Ensuite, pourcentage M minuscule, ça veut dire que c'est 2 caractères alphanumériques, puis même chose pour le jour. Donc, je vais lui dire, OK, voici ton string, le date1, voici dans quel format il va rentrer, puis crée-moi un objet datetime. Donc, ensuite, si je vais lui demander quel. Donc, comme il me renvoie, je dis, OK, dans quel type tu t'es rendu, c'est quoi l'objet, mais c'est une classe datetime. Donc, comment ils font ça? Qu'est-ce que ça se fait dans Python ou R? Ils utilisent le format datetime de POSIX. POSIX, c'est une chose assez. Ça n'a pas uniquement rapport au datetime, là, mais c'est une abréviation pour Portable Operating System Interface. Donc, c'est des standards qui sont créés pour qu'il y ait une compatibilité entre les systèmes d'opération. Essentiellement, ça permet d'avoir le même format pour les dates et les heures pour faire les transformations entre les time zones, dépendamment dans quel système d'opération on est. Donc, nous, on va utiliser ce format de temps, de date et d'heure parce que c'est standardisé. Donc, dans R, c'est implémenté directement. Donc, has POSIX CT puis has POSIX LT. On va voir c'est quoi les nuances entre les deux. Mais c'est une classe qui est implémentée directement dans la librairie mère de R. Donc, ça va être, on a vu dans R qu'on peut avoir des has character ou has numérique. Donc, POSIX, c'est directement implémenté. Dans Python, l'objet datetime de la librairie datetime va utiliser POSIX, mais en arrière-plan. Donc, on va pas le voir, mais ça utilise le même format. Donc, l'objet datetime dans Python, dans la librairie
datetime. Donc on a un objet date qui va garder en mémoire l'année, le mois et le jour. Donc cet objet-là, on va pouvoir faire des requêtes sur lui puis lui demander, bon, mais cette date-là, c'est quoi l'année? Donc il va juste nous renvoyer l'année. Il ne va pas nous renvoyer le mois et le jour. Puis il y a différentes façons d'interagir avec cet objet-là. Et on peut avoir également juste le temps dans une journée. Puis on peut avoir le date time en fait, donc ça va être une combinaison de la date, du temps. Puis on peut également avoir un attribut de time zone. Donc on va utiliser POSIX en arrière-plan. Ensuite, si il va y avoir d'autres objets, là, des TZ info, des time zones, bien, ce qui est important, c'est le time delta. Donc si je fais une différence entre deux date time ou deux dates, il va me renvoyer un objet date time qui va me montrer une différence temporelle. Donc dans R, il existe une classe date, donc has.date. Puis ça, ça va nous donner en fait le nombre de jours depuis le 1er janvier 1970, donc une date de référence. Donc il fait juste additionner les nombres de dates. Donc si je convertis un string de date en as.date, puis ensuite cet objet de date-là, cette classe de date-là, je fais as numérique, il va me donner un gros chiffre en integer, donc en nombre de jours depuis 1970. Donc si on s'en tourne dans date et heure, donc POSIX-CT, il va faire la même chose, donc il va storer les valeurs de datetime en nombre de secondes à partir du 1er janvier 1970. Donc si je fais as numérique, j'obtiens un énorme chiffre en integer. Si je suis plus bas, si je suis avant 1970, ça va être en négatif. Mais 1er janvier 1970, c'est la date de référence. Puis POSIX LT, lui, il va storer la valeur de chaque composante, donc le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de jours, dans une liste, dans plusieurs listes indexées. Puis ça va être le nombre de composantes. Donc si par exemple je suis en 1972, mais année ça va être 2, et ainsi de suite pour les autres composantes. Puis il y a un autre, également cron, peut-être que vous avez vu ceux qui ont joué avec R, c'est une librairie qui est externe à R, qui store les valeurs comme une fraction du nombre de jours depuis le 1er janvier. C'est vraiment le plus utilisé, c'est POSIX-CT. Mais les autres sont super bien aussi. Puis il y a également un objet qui est également un objet de base de R qui store une différence temporelle, donc c'est le diff time. On va aller voir un peu qu'est-ce que ça donne dans Jupyter. Donc si je crée un objet de date, donc par exemple, mon DT en fait, là, c'est l'importation de ma librairie, donc import datetime as DT, il est juste ici, je vais créer un objet de date, puis je vais donner les composantes en integer, c'est une façon d'entrer. On passe pas par le string, on passe directement par les valeurs d'année, mois et de jour. Donc je vais créer ma date 1, ma date 2, mais avec un objet date de datetime. Donc on voit ici mes deux dates, puis on voit que ma classe c'est bel et bien une date de datetime. Puis si en fait je fais une différence entre les deux, ben on voit premièrement qu'il ne me fait pas d'erreur, ensuite il me donne 816 jours, et la classe c'est un time delta. Donc si justement je veux voir, par exemple si je veux calculer la différence entre deux dates, mais ça va devenir super important quand je veux vouloir faire, par exemple, la même chose que le variogramme, mais dans le temps. Donc, je vais avoir besoin, c'est quoi la différence entre mes deux valeurs? Ben, s'ils sont indexés dans le temps, on va être capable d'avoir cette donnée temporelle de différence. Donc, c'est là qu'on voit que les objets datetime, que ce soit dans Python ou dans R, devient extrêmement important. Même chose pour le time. Donc, j'y donne 12:00, il me comprend que c'est l'heure midi, puis j'ai un objet de datetime. Je peux également avoir la date datetime now à la milliseconde. Milliseconde. Puis ici, j'ai parlé un peu de strip time, donc le string parser time, donc c'est quand on veut importer un string en objet datetime. Puis là, on voit aussi que le strip time,
qui est un string formatter time. Donc si par exemple je prends ma date 1 qui est un objet d'été, donc l'objet ici, un objet de date, je lui dis ok, strip time, puis je le veux dans tel format. On va voir qu'il est dans ce format-là, donc en Y majuscule. Donc c'est le 4 caractères alphanumérique qui va me donner l'année. On voit qu'en minuscule, il va juste me donner les deux derniers, donc le 24. Si je prends B majuscule, il va me sortir le mois en lettres. M majuscule en chiffres. Donc vous voyez qu'il y a différents codes qui peuvent nous faire passer notre objet datetime dans le string qu'on a besoin. Puis si on regarde en fait le type, on voit bien que c'est une classe string. Donc le strf time, c'est pour passer d'un objet datetime à un string. Puis dans R, ça va être la même chose. On va passer d'un objet, par exemple, POSIX à un string. On va passer par la même fonction avec le même format code. Donc, une fois qu'on a notre objet datetime, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir indexer, par exemple, nos données avec un index temporel. Donc, dans Python, ce qui est le plus souvent utilisé, c'est les Panda Series puis les Data Frames. Panda Series, c'est un data frame, mais de une colonne. Donc, on va avoir notre index Panda, qui est comme nos rangées, puis on va avoir notre valeur associée à ça. Puis là, dans ce cas-ci, notre index, ça va être un objet datetime pour indexer les rangées. Puis dans R, on va utiliser l'indexation pour les data frames. Puis on peut aussi également créer des time series. Donc pour les data frames, que ce soit dans R, Python, c'est la même logique. L'index de nos rangées va devenir notre objet datetime. Puis pour les Panda Series, dans R, c'est uniquement les Time Series. Puis on utilise la librairie Stats qui va nous permettre de créer déjà un objet TS, donc Time Series, qui est essentiellement la même chose. Donc une valeur indexée dans le temps. Puis lorsqu'on voudra faire des analyses statistiques de séries temporelles, donc par exemple faire une fonction d'autocorrélation, donc voir si notre série temporelle est autocorrélée dans le temps, on va utiliser l'objet TS pour sortir cette fonction-là. Donc, dans Python, comment ça ressemble? Donc, on va importer Panda. Je vais aller chercher un fichier .post. Donc, pour ceux qui se rappellent, c'est un fichier de post-traitement de GPS. Donc, à chaque seconde, on a notre nouvelle coordonnée corrigée. Puis, c'est un fichier texte dont les séparateurs, dont les colonnes, c'est des espaces. Donc, je vais faire read CSV. Même si c'est un fichier post, ça va marcher quand même. Donc, je vais mettre le file path qui est contenu dans file name, ici. Les séparateurs, ça va être un espace. Puis mon header, donc si j'ouvre ce fichier-là dans un fichier texte, je vois qu'il y a 9 lignes. Il y a beaucoup de lignes au début avec de l'information. Donc, quand je vais écrire header 9, donc je vais aller chercher la 9e rangée qui va devenir mon header, donc le nom de mes colonnes. Puis je vais dire, tu vas skip initial space, donc je vais dire tout ce qui est en haut, prends-les pas pour construire ta base de données. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne un Panda data frame. Puis chaque colonne, on a latitude, longitude, notre hauteur, avec nos erreurs dans les différentes composantes. Q, c'est notre Q flag, donc 2 c'est float, 1 c'est fixe. Puis NS, c'est notre nombre de samples. Donc combien, si par exemple on a 1 Hz à 1 seconde, on a 1 Hz, puis on enregistre pendant 10 secondes, on va avoir 10 samples. Donc on voit que notre date puis notre temps, c'est des colonnes, on voit que c'est un signe de pourcentage, puis GPST, donc c'est l'heure globale des satellites, donc UTC 0. Donc je vais changer là, le nom de mes colonnes ici, le BD, donc BD qui est le nom de ma base de données, de mon data frame, .rename, colonne, puis je vais donner
les anciennes clés, en fait, les anciens noms des colonnes, je vais en donner des nouveaux. Donc on voit ici, je viens de changer le nom des colonnes. Puis on voit que mon index ici, c'était un index numérique, donc le nombre de rangées. Puis on voit que c'est Python parce que ça commence à 0. Donc ce que je veux faire, on voit aussi que j'ai des millisecondes, puis quand je vais créer mon datetime, moi je ne veux pas. Donc ce que je vais faire, je vais dire, ok, dans PD post, qui est dans le fond le nom de ma nouvelle data frame, avec quand j'ai changé le nom de mes colonnes, j'ai changé aussi le nom du data frame. Je vais dire, ok, la colonne time.str string, donc je vais dire ça va être un string, puis tu vas aller sélectionner les 8 premiers caractères. Donc les 2 points, ça commence à 0 jusqu'à 8. Donc je dis, prends-moi les 8 premiers caractères. Donc, si on voit la deuxième, on voit aussi qu'on a les microsecondes. Ici, on n'en a plus. Donc, ça a fonctionné. Puis ensuite, ce que je vais faire, je veux convertir ça. Je vais créer une nouvelle colonne, datetime, où est-ce que je vais coller ma date puis mon temps ensemble avec un espace. Puis je vais lui dire, ce string-là de datetime, tu vas me le convertir en objet datetime, puis je vais lui spécifier le format dans lequel je vais le vouloir. Donc le format ici il est spécifié. Donc on voit que c'est séparé par des barres obliques. Donc faire attention là, si dépendamment de quel format vous voulez, s'il arrive en trait d'union, fait que faire attention, ou si mes heures, mes minutes sont séparées en 2 points. Donc mon format, je viens juste lui dire, dans le fond, il fait juste format, ça fait juste enregistrer le string, mais j'aurais pu le rentrer ici, là, cette section-là, j'aurais pu la rentrer format égal. Là. Donc ce qu'il va faire, donc pd.toDateTime, donc il va créer un objet de datetime, puis il veut savoir qu'est-ce que je vais lui donner, donc quelle colonne va devenir le datetime. Donc j'ai dit ok, ben c'est ma colonne date, plus un espace. Donc ici, c'est vraiment une opération de string là, qu'on fait. Donc c'est ma date plus un espace plus mon temps. Puis je lui dis dans quel format je le veux. Qui est celui-là ici. Puis tout ça, toute cette opération-là va créer une nouvelle colonne que je vais appeler datetime, mais qui va être aussi dans un objet, dans un format datetime. Puis ensuite, la deuxième ligne ici, je vais lui dire, bon, je vais te donner un index en datetime, c'est telle colonne, puis ça, set-moi mon index de ma base de données qui est BD POS. Donc, on voit ça, qu'est-ce que ça donne. Donc on voit, on a encore notre datetime ici. On a notre nouvelle colonne datetime, puis on a notre index ici, datetime. Donc on a un index temporel. Donc quand je vais... L'avantage de que ce soit mon index et non une colonne, c'est que quand je vais aller chercher de l'information, quand je veux sélectionner de l'information, mais je vais pouvoir utiliser l'index temporel pour aller chercher l'information. Donc, essentiellement, je vais dire, ben moi, je veux les données en telle heure et date, puis en telle autre heure. Donc, par exemple, on voit que ma base de données est le 6 de presque 2h à 6h, mais je veux dire, mais finalement, moi, je veux juste les données entre 2h15 puis 3h30. Donc, ça va être une ligne de code beaucoup plus facile que d'aller chercher, de faire la correspondance entre la colonne datetime, aller trouver l'index numérique, puis sélectionner. Ça se fait, là. C'est juste que c'est beaucoup plus rapide comme ligne de code, vu que c'est en index. Donc, c'est la fin en fait de cette capsule-là sur les indices, les objets, les données temporelles, puis les objets datetime, que ce soit dans Python ou dans R. J'ai fait une démonstration dans Python, mais dans R, ça va être sensiblement la même chose. Au lieu de créer un objet datetime, on va le mettre en as POSIX, mais au niveau de la transformation des strings puis l'indexation du data frame, c'est essentiellement la même chose.
Puis, donc c'est ça.